Hey, salut mes petits métalleux de poche, comment ça va? Bon écoutez, moi ça va pas trop mal. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de cette série de vidéos de review, de chroniques des albums de Iron Maiden de leur carrière. Première partie on a vu la période Diano et aujourd'hui on va voir, excusez-moi, on va voir la période, l'âge d'or comme tout le monde dirait, la période du bien nommé Bruce Dickinson de 83 à 85, donc ça couvre les albums The Number of the Beast sorti en 83, non en 82 pardon, Peace of Mind de 83 et Power Slave de 84. Alors qu'est-ce qui change dans cette période? Déjà Exit Paul Diano, voilà, qui est remercié pour ses services de chanteur, remplacé par Bruce Dickinson au pied levé, qui était débauché d'un autre groupe de heavy metal de l'époque. Suite à ça, le groupe entre en studio et enregistre l'album The Number of the Beast, voilà, qui est considéré par énormément de monde. Bon, désolé, je viens de me lever, je suis un peu enrhumé, mais qu'on retrouve souvent dans les tops, voilà, sur les sites comme Loudwire, beaucoup de sites internet qui font des tops d'albums de métal de Maiden. Il y a tout le temps The Number of the Beast en première place. En même temps, il est rempli de bangers. C'est un album un peu en demi-teinte, hein. On va rentrer dans le détail après, mais pour moi, il y a vraiment des chansons très très nulles. D'ailleurs, certaines des chansons les plus nulles de Maiden sont dans cet album. Mais il y a tellement de bangers dans cet album qu'on lui pardonne tout. Donc voilà, The Number of the Beast, c'est un album mythique du métal. Voilà, tout le monde le connaît, avec des morceaux comme Run to the Hills, avec ce morceau que j'ai découvert à Iron Maiden, évidemment le morceau iconique The Number of the Beast, le sublimissime Hallowed Be Thy Name, mais qui sur album ne rend pas très bien. Enfin, c'est pas que ça rend pas très bien, mais si vous avez le choix entre regarder une version, enfin écouter une version live de Hallowed Be Thy Name et la version studio, écouter une version live quelle qu'elle soit. Pas celle de Real Live One ou Real Dead One, parce que ces deux albums sonnent vraiment très très mal, ils sont inécoutables. Mais bon voilà, que ce soit au Live After Death, que ce soit au Death on the Road, que ce soit au Rock in Rio, que ce soit au En Vivo, voilà, toutes les versions live sont géniales, et mention spéciale à celle du Beast over Hammersmith de 82. Donc c'est le seul live avec Dickinson et Clive Burr à la batterie, qui était pour la tournée promo de The Number of the Beast. Et cette version est la version parfaite, telle qu'elle devrait être tout le temps. Elle est juste magnifique, elle est juste très semblable à l'original, mais en même temps avec un groove en plus qui fait que voilà, elle est top quoi. Une superbe chanson. Et après ça, eh bien, le groupe se sépare du batteur Clive Burr, je me replace, se sépare de Clive Burr car il aurait vomi sur scène, à ce que j'ai cru comprendre, parce que voilà, il avait trop bu la veille, et pour Maiden ça ne passe pas. Voilà, le groupe est en train de décoller, est en train de faire une fulgurance internationale, le groupe décolle, et voilà, c'est juste pas possible qu'un concert soit interrompu parce qu'un soulard vomit sur scène. Attendez, on est où là? C'est Iron Maiden. Donc voilà, le sex, drug and rock'n'roll chez Iron Maiden, c'est pas trop sur la scène, c'est plus en dehors. Mais voilà, du coup, Clive Burr se fait remercier et remplacer au pied levé par le batteur de Trust à l'époque, qui est l'anglais Nico McBrain, voilà, que vous connaissez probablement, qui est encore le batteur actuel de Maiden, voilà, qui aura donc fait sa carrière dans Maiden de 83 à aujourd'hui, 2023. Donc si on compte bien, ça fait 40 ans, bordel, 40 ans dans Maiden, McBrain. Voilà, facilement reconnaissable grâce à son visage de chat écrasé, mais voilà, il a tout le temps le smile, et il a un groove d'enfer. Un jeu très différent de celui de Clive Burr, un son aussi très différent de batterie, et un jeu très différent, voilà, beaucoup de rides, beaucoup de rides limite, il fait des petites mélodies à la ride, avec son énorme ride mise presque à la verticale. Il y a même certains lives où on le voit avec deux rides, complètement zinzin ce type, je vous le dis, on l'adore. Et je crois que c'est à cause de lui, ou grâce à lui, que Bruce Dickinson a ensuite passé son brevet de pilote d'avion, puisque je crois que c'était, à la base c'est Nico McBrain qui pilote les avions, et
Dickinson avait dit, je crois dans une interview, si mon batteur peut le faire, alors moi aussi je peux le faire. Et du coup, bah voilà, il s'est pris de passion bah voilà, pour l'aviation. Et maintenant, c'est un pilote de ligne. Et d'ailleurs, dans le live 666, le Flight 666, on voit Bruce Dickinson piloter le Air Force One, donc voilà, qui est l'avion du groupe avec lequel ils partent en tournée pour transporter tout leur crew et tout leur matériel. The Number of the Beast, encore mixé par le grand, le tout-puissant, le magnifique Martin Birch. Au niveau des compositions, je ne sais pas qui a composé quoi. Évidemment, je vais ouvrir mon petit Wikipédia de poche. Mais je pense évidemment que Dickinson a eu très peu d'input dedans et que Adrian Smith a peut-être un peu plus la main sur la compo. Tout a été composé par Steve Harris. Adrian Smith a juste aidé à composer The Prisoner avec Adrian Smith. Et il y a Gangland qui a été composé avec Clive Burr, donc le batteur. Donc voilà, c'est surtout Steve Harris. Ah non, et 22 Acacia Avenue, composé par Harris et Steve. Donc cet album en demi-teinte pour moi, voilà, pour moi, il n'est pas aussi génial en dépit du son. Voilà, le mix est vraiment parfait. Pour moi, on est vraiment au top de ce qui se faisait pour Maiden. J'adore le son. On a des chansons, voilà, comme je disais, de Oof Hallowed Be Thy Name, qui est vraiment un banger absolu, surtout en live. Run to the Hills, The Number of the Beast, qui sont des chansons de ouf. 22 Acacia Avenue, qui divise, moi, je l'adore. C'est une de mes chansons préférées. The Prisoner, j'adore le petit passage le petit solo d'Adrian Smith au milieu. Children of the Damned qui est très bien. Alors, mais par contre, il y a deux titres que je ne comprends pas. Le titre d'ouverture qui est Invaders, pardon. Je ne comprends pas. C'est le pire morceau de Maiden de l'ère Dickinson, je pense. Voilà, je sais pas ce qu'il fait là. Je ne le comprends pas. Il n'apporte rien. Il est nul. Le refrain est nul. Voilà, il n'y a rien qui va dans ce morceau. Donc, merci Steve Harris pour cette chanson. Mais non, merci quoi. Et Gangland, qui, ma foi, avec sa petite intro à la batterie, il y a quelque chose. Et voilà, le truc, c'est qu'elle est placée entre Run to the Hills et Hallowed Be Thy Name. Donc voilà, on l'oublie, quoi. Malheureusement, elle dénature un peu. Enfin, c'est pas qu'elle dénature, mais c'est qu'elle fait un peu tâche au milieu de ce triptyque final qui est Number of the Beast, Run to the Hills et Hallowed Be Thy Name. Bon, là, on a Gangland, un petit morceau de 3 minutes. C'est pas trop ce qu'il fait là. Il est pas épique, mais bon, il se laisse écouter. Excellent album, voilà. Pierre angulaire de sa génération. Après ça, l'album part en tournée. Donc c'est là où on retrouve le fameux Beast Over Hammersmith, qui est un album live formidable. Et voilà, le groupe se sépare de Clive Burr et ensuite va enregistrer l'album Peace of Mind. Voilà, Peace of Mind qui est l'album préféré de Steve Harris. Pour moi, c'est un album, encore une fois, en demi-teinte. Pourquoi ? Parce que des superbes morceaux, des morceaux vraiment des hits, vraiment incontestables. Et des morceaux, on sait pas pourquoi. Donc pour moi, il y a 50% de l'album qui est un peu à jeter. Cet album, encore enregistré par Martin Birch aux États-Unis, aux Bahamas même, je crois. Donc là, Bruce Dickinson a pu composer des morceaux, ainsi que Adrian Smith. Donc Steve Harris n'est plus le seul maître à bord. Au niveau des compos, Steve Harris compose Where Eagles Dare, Die With Your Boots On, The Trooper, Still Life, Quest for Fire et To Tame a Land. Et Bruce Dickinson compose l'excellent Révélation, qui pour moi est une chanson formidable, mais c'est comme Hallowed Be Thy Name, il faut l'écouter en live, que ce soit au Live After Death ou au Flight 666. C'est une chanson à écouter en live. Elle groove tellement plus. Adrian Smith a composé avec Bruce Dickinson Flight of Icarus, Die With Your Boots On et Sun and Steel. Donc écoutez, moi cet album... Ouais, c'est moitié-moitié. Steve Harris dira que c'est son album préféré parce que c'est celui qui sonne le plus, c'est celui où on entend le mieux la basse. Bah, effectivement, c'est celui où on entend le mieux la basse, mais j'ai l'impression que le reste sonne un peu carton. Notamment les guitares, que je trouve qui ont un son assez étouffé, assez cartonneux, et donc la batterie de Nico McBrain ne sonne pas très bien. Donc en fait, je trouve que les premiers albums avec McBrain, la batterie, malheureusement, les tomes ont un son un peu cartonneux. Et étonnamment, ça va être réglé avec leur prochain producteur, qui sera Kevin Shirley, à partir des années 2000, qui, ma foi, fait un travail discutable. Moi, je suis pas fan du son du Maiden Post 2000, mais il faut reconnaître que la batterie a un son de malade avec Kevin Shirley, et ce qu'elle n'avait pas avec Martin Birch. Voilà, les tomes ne sonnaient pas aussi bien, la batterie sonnait un peu plus cartonneuse. Mais bon, voilà, après ça c'est mes oreilles de technicien son qui parlent. Après voilà, le jeu de McBrain est très rapide, très précis, et franchement c'est un plaisir à écouter. Il a vraiment un groove de ouf. Bon après, McBrain, le problème c'est qu'il se répète un peu. Voilà, il y a des rythmes de batterie
qui va refaire de chanson en chanson, d'album en album. Au bout d'un moment, on se dit bon, McBrain, c'est bon, on a compris ton bah voilà. Vous voyez probablement de quel rythme je parle, il est un peu partout. Dans les très bonnes chansons de cet album, on a évidemment Revelations, qui est formidable, Where Eagles Dare, qui est très bien aussi, Flight of Icarus, qui est un peu différente, et j'ai entendu dire qu'apparemment Steve Harris n'aimait pas cette chanson. Moi je trouve qu'elle est très bien, justement elle change un peu, elle me fait beaucoup penser à Immigrant Song de Led Zeppelin. Dance with Your Boots On avec le petit solo harmonisé, enfin le passage, le pont harmonisé, qui est vraiment génial, rien que pour ça. Le refrain est un peu chiant, mais juste pour le solo, à la fin, ça vaut le coup. The Trooper, voilà, le morceau mythique à chaque concert de Maiden. Il y a The Trooper, tant et si bien qu'on n'en peut plus. Voilà, stop The Trooper, je vais faire une pétition. On n'en peut plus de The Trooper, mais en fait on en peut parce que cette chanson, elle est géniale. Et là on passe sur les dernières chansons, qui sont là, mais pourquoi? Voilà, Still Life, ouais, ok. Quest for Fire, ok. Sun and Steel, ok. Et To Tame a Land, ok. Donc vraiment, voilà, pour moi, c'est une moitié d'album génial, et après The Trooper, pour moi, il n'y a plus rien. J'ai vraiment du mal avec les chansons d'après. Elles ne m'inspirent rien du tout. Mais voilà, en dépit de ça, très bon album, parce que la première moitié sauve le tout. Le groupe repart en tournée, et là, pour la première fois, le groupe ne change pas de line-up et enregistre un nouvel album. L'album Power Slave. L'album Power Slave, j'ai vraiment hésité à le mettre dans ce trio d'albums, dans cette vidéo, ou dans l'album d'après, parce que je considère le trio Power Slave, Somewhere in Time et Seven Son comme étant une espèce de trio à lui tout seul, mais j'ai préféré mettre Somewhere in Time avec Seven Son à part, parce que c'est vraiment deux albums très, très spéciaux, donc j'ai décidé de mettre Power Slave dans cette triade d'albums avec Number of the Beast et Peace of Mind. Power Slave, que dire de cet album? Pendant longtemps, mon album préféré a été Seven Sons, voilà, je vous spoil tout de suite, mais je dois avouer qu'avec du recul, Power Slave mérite peut-être la première place dans mon cœur. Je sais pas, franchement, ça dépend des périodes, mais Power Slave, quel album, il n'y a rien à jeter dans cet album, même les fillers sont super, voilà, il n'y a rien à dire, franchement. On écoute cet album de A à Z, déjà il ouvre avec Aces High, qui est juste un pur bangers, les amis. Voilà, quand on ouvre avec Aces High, ben voilà, on a déjà tout gagné. C'est genre juste une chanson de ouf. Elle sonne de ouf. Les solos sont ouf. Dickinson est à balle. Les chœurs dans les refrains sont magnifiques. Enfin, tout y est. Voilà, pour moi, Aces High est une chanson parfaite. Et là, par contre, c'est une chanson que je vous dirais plutôt d'écouter en studio, parce que en live, parfois, ça dépend des performances, mais des fois c'est un peu... voilà, c'est une chanson où les notes vont très haut et qui demande beaucoup de souffle. Et des fois, c'est pas dingo les performances, mais voilà. Au niveau des compositions, on a beaucoup plus d'input de Dickinson, qui aura composé Flash of the Blade, qui est une chanson qui parle de l'escrime, car Dickinson, en plus d'être un pilote d'avion survivant du cancer, chanteur émérite, frontman de ouf, parler 1 million de langues, avoir inventé l'électricité et être allé dans l'espace 3 fois, Bruce Dickinson fait de l'escrime, voilà, de son temps libre. Bravo à lui. Non, c'est The Duelist qui parle de l'escrime. Oh, je ne sais plus. Bref, c'est pas important. Back in the Village, c'est Dickinson Smith. Et Power Slave, c'est Dickinson tout seul. Incroyable. Donc voilà, pour parler des titres, tous des bangers. As S.I. est un pur banger. 2 Minutes to Midnight, je crois que c'est la chanson que j'aime le moins de l'album, c'est vous dire. Mais parce que voilà, j'ai un peu du mal avec les hits, les albums, enfin les chansons qui ont été faites pour, je sais pas, pour le grand public, pour la radio, je sais pas comment dire. Ben voilà, ces chansons qui sont censées promouvoir les groupes. Donc le titre phare de cet album, qui est 2 Minutes to Midnight, je ne l'aime pas. Wasted Year, elle me saoule aussi. Et dans Seven Son, on a Can I Play With Madness, qui est aussi horrible à écouter, qui dénote complètement avec le reste de l'album. Donc voilà, 2 Minutes to Midnight, qui est quand même sympa. De ces 3 chansons, c'est quand même la moins pire. Mais bon, voilà, je comprends pas l'engouement pour cette chanson, surtout qu'il la joue aussi à chaque concert. Donc je comprends pas pourquoi. Voilà, c'est bon, faut passer à autre chose, les gars. Vous avez beaucoup plus de chansons au-dessus, voilà, des pépites qui sont au-dessus de ça. Lost for Words, qui est le morceau instrumental, le dernier morceau instrumental du groupe d'ailleurs, je crois. Après, ils n'en font plus. C'est de la grosse balle. Flash of the Blade, c'est de la grosse balle. Les parties de guitare sont dingues. The Duelist, pour moi, c'est la pépite cachée de cet album. Voilà, c'était comme Purgatory de Killers. The Duelist, c'est la chanson que personne connaît,
mais ceux qui la connaissent savent qu'elle est géniale. L'harmonie de guitare, le petit point harmonisé, pour moi, c'est un des meilleurs que Maiden ait fait. Je comprends pas pourquoi cette chanson n'est pas connue, pourquoi ils la font pas en concert. Pour moi, c'est vraiment un pur bangers. Back in the Village, à la limite, elle prend un petit peu la tête, parce que les guitares pendant les refrains sont un peu ouh, puis Bruce Dickinson qui crie derrière, bon. Faut pas être sujet à des migraines quand on écoute cette chanson, mais bon voilà, le travail des guitares est incroyable. Power Slave, est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter Power Slave? Cette chanson est un pur banger. Les solos sont dingues, tout est dingue dans cette chanson, les riffs. Dickinson est magistral. Et Rime of the Ancient Mariner, un morceau de plus de 10 minutes, je crois. Attendez, 13 minutes 34. Bon, après, il y a un milieu de morceau où bon, il y a juste des bruits de craquement de bateau pendant au moins 2 ou 3 minutes. Donc du coup voilà, on peut écrémer un peu, mais voilà, le morceau est génial. Voilà, qui raconte l'histoire d'un mec sur la mer. Donc voilà, il y a une épopée qui se raconte. Les solos sont géniaux, les passages sont géniaux, il y a beaucoup de riffs différents, très créatifs. Voilà, on est dans le Maiden prog, mais le Maiden prog qu'on aime, pas celui qui traîne en longueur et qui fait chier, voilà, celui qui pète sa mère, quoi. Et voilà, suite à ce banger, à cet album qui, voilà, pour moi devrait être dans le top 1 quand je vois des albums, enfin des classements qui mettent The Number of the Beast en premier, voilà, je tombe des nues car pour moi, Power Slave mérite bien plus cette place, ou Seven Son à la limite, tout dépend de quelle période on aime, le Maiden plus brut ou le Maiden un peu plus synthétisé, on va dire, mais voilà, un album formidable et je pense que beaucoup de fans seront d'accord avec moi. Et donc, suite à cet album, qui est un véritable bangers, le groupe part en tournée, donc une tournée de ouf, je crois qu'ils ont donné plus de 200 concerts en un an. C'était la tournée du Power Slave Tour, si je ne dis pas de bêtises, et ça a donné naissance à un des albums live les plus mythiques jamais faits, avec probablement le Made in Japan de Deep Purple, c'est le Live After Death de 1985. Un pur bangers, il n'y a rien à dire, cet album. Le son est un peu plus agressif, mais je veux dire, les deux guitares sont vraiment tight, elles sont vraiment... C'est très précis, voilà. La batterie est parfaite, Dickinson est magistral, même si on sent que c'est la fin de tournée, et qu'il a un petit peu du mal, notamment sur SSI, et comme je vous disais tout à l'heure, à atteindre certaines notes. Mais le reste des chansons, c'est magnifique. Voilà, il galère un petit peu aussi sur Run to the Hills, mais voilà, quand on écoute Revelations version Live After Death, voilà, on peut mourir en paix. C'est un album à écouter si vous avez voilà 2 albums live à écouter dans votre vie. C'est bah voilà, vous prenez le Made in Japan de Deep Purple et vous écoutez le Live After Death de Maiden. Et voilà, je pense qu'en album live, il n'y a rien de mieux qui se fait. Et en plus, voilà, si vous pouvez voir le Live After Death, parce que je crois qu'un DVD est sorti, mais je crois que c'est juste... ils reprennent des dates du concert du Rock in Rio de 85. Si je dis pas de bêtises, enfin voilà, moi il me semblait qu'à l'époque il y avait un DVD de Live After Death qui tournait. Bon, maintenant c'est un peu plus difficile à trouver, mais voilà, si vous avez l'occasion de le voir, voilà, c'était Maiden à leur prime, avec leur petite combinaison moulante de toutes les couleurs. Celle de McBrain surtout, voilà, éclate la rétine. Donc voilà, période très fructueuse du groupe, hein, de 83 à 85-86, voilà, le groupe était à son pinacle. Donc voilà, notamment grâce à Bruce Dickinson qui a propulsé le groupe, voilà, comme une fusée. Quand on parle de groupe, généralement, bon bah... ou même d'artistes en général, généralement il y a 2 albums qui se démarquent, 3 albums qui sont très bien. Enfin voilà, 2 ou 3 albums qui vraiment valent le coup, et après, on a un peu de la soupe. Bah Maiden, c'est un peu plus long que ça, il y a quand même eu 7, je dirais bien 7 albums de pur bangers. Et après, bon bah voilà, la soupe a commencé un peu à arriver, enfin... C'était mi-soupe, mi-bangers, les albums d'après, c'est-à-dire il y a quand même des pépites, il y a quand même des morceaux à garder. Mais voilà, évidemment, on n'est plus dans cette ruée de 80 à 88 où voilà, tous les albums étaient formidables. Les 7 albums, bon pour moi les 7 premiers, voilà. J'ai 7 albums de Maiden à la maison, voilà, c'est les 7 premiers, voilà. Pour moi, ils sont mythiques. Tout ce qui s'est fait après, voilà, est un peu plus discutable, mais voilà, je suis ouvert au débat. Pour moi, il y a des albums qui valent le coup, d'autres qui sont complètement nullissimes. Mais ça, voilà, j'en discuterai dans une prochaine chronique. Là, on a tapé dans le haut du panier. Pour la prochaine vidéo, on parlera évidemment de la période Maiden avec des synthétiseurs. Voilà, les 2 albums qui ont fait couler beaucoup d'encre à l'époque.
Donc voilà, comme je vous l'ai dit, ce sera les albums Somewhere in Time et Seven Son of Seven Son. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, ça m'intéresse. Toujours curieux de discuter avec des connaisseurs et des passionnés. Voilà, je pense que tout est dit. On se retrouve bientôt pour une prochaine chronique. Merci et puis au revoir.